C'est une légende de la chanson française, irremplaçable Hugo Frey, increvable Hugues, increvable, parce que je dis toujours en tournée, toujours à rencontrer le public, toujours sur toutes les scènes, Hugues. C'est la vie qui continue. Oui, c'est sur la route. C'est sur la route que j'ai découvert la vie. Et tant que je serai sur la route, je serai dans la vie. Oui. Voilà. Donc il faut être très vivant pour pouvoir continuer à tenir la route. C'est ça, Voilà. au fond, aller de scène en scène, comme Voilà. ça, comme un troubadour. Alors en ce moment, simplement, j'ai volontairement arrêté les concerts pendant un certain temps, parce que quand on est sur la route, on ne peut plus s'occuper de sa maison. Pendant 45 ans, j'ai vécu à Marne-la-Coquette, et il y avait des gens qui s'occupaient de ma maison. Moi, j'étais en tournée. Mais maintenant, je vis avec ma jeune femme, Muriel. J'ai changé. J'ai vendu ma maison et j'ai donné tout ce que j'avais à mes enfants. Maintenant, je vis avec Muriel et au jour le jour. Donc aujourd'hui, c'est sérieux, quoi. Je disais simplement, Hugues, que la vie, c'est la scène, ça se mélange. Comme cette chanson éternelle, Santiano, Hugo Frey sur scène. Alors là, Hugues, je dis c'est dingue, parce que là, on n'entend plus chanter, là, tellement le public chante. Oui, ben ça coûte. Moi, il faut commencer par le commencement. J'ai jamais voulu être chanteur professionnel. Je suis devenu professionnel par hasard et par nécessité. Ça, c'est une formule du prix Nobel de la médecine, Oui. Monod, pour qui j'ai chanté face à Martin Luther King quand ils ont fait le premier concert. Crayon de couleur, tu as chanté. Crayon de couleur. Oui, qui est une chanson antiraciste. Le hasard et la nécessité. Alors, souvent, les gens me disent, mais c'est quoi le hasard ? Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui a une formule, il dit c'est le bon Dieu qui se camoufle pour passer inaperçu. Oui. Formidable comme formule. Oui, c'est le hasard. Alors, donc, je n'ai pas un comportement d'auteur-compositeur né. C'est-à-dire, au fond, oui. Voilà, au fond de moi. Ça vient comme ça. J'ai jamais cru en moi. Et c'est grâce aux gens que je suis devenu ce que... Mais alors, ce que j'aime, moi, dans la chanson, c'est rassembler les gens. Et Santiano, c'est l'exemple même de ce que j'aime. C'était à mes débuts en 61, quand je suis arrivé à New York et que j'ai entendu... Invité par Maurice Chevalier. Chevalier. Quand même, faut dire. Chevalier a passé un casting. Il voulait aller aux États-Unis parce qu'il donnait un concert pour une œuvre pour soutenir les enfants malades d'un hôpital. Alors il voulait avoir à ses côtés un jeune chanteur français qui représentait la nouvelle génération. Il a fait un casting avec tous les chanteurs de l'époque et c'est moi qui ai gagné. Oui. Alors que j'étais le plus mauvais. C'est pas vrai. Mais si, c'est le seul qui savait pas chanter. Bref, j'ai gagné. Et quand j'étais aux États-Unis, j'avais jamais été aux États-Unis, je parlais pas un mot d'anglais. Et donc, j'ai découvert ce pays incroyable, comme ces tours qui montent vers le ciel. Greenwich Village. Voilà, Greenwich. Et tout d'un coup, je découvre à Greenwich Village, non seulement la musique country, la musique folk song, mais je découvre Bob Dylan en 61. On va en parler, Hugues. Là, il y a une chanson qui est symbolique du tout le reste. C'est Adieu, monsieur le professeur. Ça, c'est encore une chanson que le public chante avec toi. Écoutez. Importante, très importante. J'allais dire, c'est incroyable comment les chansons comme ça deviennent des morceaux du répertoire que chacun, évidemment, s'approprie. C'est souvent, on me pose la question, comment vous faites pour... est-ce que vous savez, il y a un truc pour écrire un tube? Il n'y a pas de truc.
Pourtant, cette chanson, le jour où je l'ai faite, j'ai dit, je fais un hymne, c'est pas un tube. Oui. Je déteste ce mot tube, je l'ai jamais utilisé. Moi, je fais des chansons tout court. Et il y a des chansons qui ont du succès, d'autres qui n'en ont pas. Mais ça, c'était un hymne. Et quand j'ai eu l'idée du sujet avec Vline Bugui, on va faire une chanson pour saluer et remercier les enseignants. Je dis bien les enseignants, pas parce qu'il n'y a pas de ministère de l'enseignement en France, il y a un ministère de l'éducation, mais au ministère de l'éducation, ils n'ont pas compris que l'enseignement et l'éducation, c'est pas pareil. Moi, je m'adresse aux enseignants et je remercie un enseignant qui a consacré sa vie et qui s'en va. Et il n'y avait pas de chanson pour accompagner ces gens-là qui ont passé leur vie au service des enfants. Et moi, je suis heureux d'avoir une chanson avec des enfants, c'est un hymne. C'est un hymne. Et alors, il y a une autre chanson. Moi, j'ai entendu un écrivain, peut-être le plus grand d'aujourd'hui, c'est Michel Houellebecq, qui a dit dans une conférence publique que cette chanson que vous allez l'entendre, s'appelle Céline, est une chanson qui mériterait, j'allais dire, le prix Goncourt de la chanson et rentrer dans la Pléiade. Écoutez Céline. Il a dit ça, oui. C'est vrai. C'est vrai, Houellebecq a dit cette chanson-là, rien qu'avec ces quelques mots, moi je fais un roman de 400 pages. Il y a tout dans la chanson. Il y a le personnage, il y a la situation, il y a la description de quelque chose. Bien c'est sûr, fou, hein. Merci, mais il y a quelque chose que je voudrais profiter de ce que je suis à la télévision et grâce à vous, Patrick, c'est dire que moi, ça serait un de mes rêves de rencontrer Houellebecq. Si jamais il écoute cette émission ou qu'un ami de Houellebecq voit cette émission, dites-lui que Hugo Frey rêve de rencontrer Houellebecq pour avoir dit ça. Il est fan, il est fan. Oui, c'est parce que moi, j'adore, j'ai lu tous ses bouquins, je l'admire beaucoup et j'aimerais pouvoir le remercier. Parce que moi, je dois dire que de Houellebecq, c'est un compliment incomparable. Et ça, je dois dire que moi, je me suis jamais pris au sérieux. C'est peut-être mon défaut. Et les gens de ce qu'on appelle la culture ne m'ont pas pris au sérieux. Ils m'ont jamais considéré comme un poète. Je suis pas invité comme un poète. Je suis pas invité comme un écrivain. Je ne suis pas d'ailleurs écrivain. Je suis en train d'essayer d'écrire ma biographie. C'est très difficile. Mais j'aimerais bien rencontrer Houellebecq pour lui dire quand même combien ce qu'il a dit de moi, ça m'a aidé. Mais comment, en quelques mots couplés, on peut, dans une chanson, quand elle est écrite de manière sublime comme celle-là, dire des choses absolument incroyables. Alors, il y a une autre personne qui a été tellement touchée par cette chanson qu'elle a donné le prénom de Céline à sa fille. Bien sûr. C'est la maman de Céline Dion. Oh, bien sûr. Céline Dion doit la vie à cette chanson. Non pas son prénom, la vie. Puisque lorsque la maman de Céline Dion s'est trouvée enceinte, elle avait déjà 13 enfants. 13 enfants. Vous savez ce que c'est, 13? Elle a dit à son mari, je suis enceinte pour le 14e, c'est pas possible. On ne peut pas garder ces enfants. Et malgré le fait qu'elle soit pratiquante, croyante et une femme honnête, elle a dit, je vais être obligée de ne pas garder cet enfant. Ils ont pris le taxi pour aller à l'hôpital. Et dans le taxi, ils ont entendu à la radio la chanson Céline. Et elle a dit à son mari, écoute, rentrons à la maison. Quand cet enfant va naître, si c'est une fille, elle s'appellera Céline. Voilà la vraie histoire. Oui. Et c'est la maman de Céline Dion qui me le raconte. Ah ben c'est incroyable. Comment une chanson a pu donner la vie là. Voilà, c'est quelque chose de fou. C'est important. Et je dois dire aussi que, parce que Céline a été écrite par Vline Bugui et moi-même, on a eu chacun notre rapport d'émotion, parce qu'elle a perdu une sœur qu'elle aimait beaucoup quand elle était jeune. Et moi, j'ai perdu mon frère Francesco, que j'aimais beaucoup, que j'adorais, qui m'avait élevé. Ouais. Et je l'ai perdu dans des conditions très dures, puisqu'il s'est suicidé à l'âge de 27 ans, quand il était sur le point de devenir une vedette, une star mondiale, parce qu'il avait la plus belle voix du monde, une fois d'opéra. Il faisait de la direction d'orchestre, il était ami avec des grands chefs d'orchestre du monde entier, et il allait partir pour les États-Unis. Il s'est suicidé par amour, parce que les parents d'une jeune fille qui voulait se marier avec lui, elle était chinoise de Hong Kong, et les parents se sont opposés au mariage.
Et mon frère a été victime d'une haine raciste et de religion, évidemment. C'est pas pour ça que j'ai pris la défense, mais c'est parce que c'est quelque chose d'horrible. Le racisme est horrible et ça peut pousser des enfants jusqu'à la mort. Ouais. Et mon frère, Francesco, est décédé comme ça. Mais juste une chose, un détail très important, c'est que le drame a été tellement important que maman n'a pas voulu avoir le détail, de savoir comment il était mort, ni où il était enterré. Donc pendant des années, j'ai ignoré où il était enterré. Et j'allais régulièrement chanter, par la suite, quand je suis devenu vedette, j'allais chanter au Canada, et je cherchais où est-ce qu'il était mort, où enterré, je ne trouvais pas. Et il y a à peine 2 ans, donc 50 ans plus tard, le chauffeur de notre car m'a dit « Donnez-moi des détails. Simplement, est-ce que vous avez 2 détails ?» J'ai dit « J'ai un chiffre, 1475, c'est un grand chiffre. Je pensais que c'est un code d'une ville. Et puis le nom d'une ville qui s'appelle, le nom m'échappe au moment de le dire, bon, peu importe. Il me dit, je vais chercher, je lui dis le nom, à l'époque je m'en souviens, il me dit, c'est le nom d'une rue à Montréal. Mais c'est la plus longue rue de Montréal, elle fait presque 40 km. Il est allé jusqu'au 1475 de cette rue-là, et il a trouvé un endroit qui s'appelait le Repos de Saint-François d'Assise. Alors que mon frère s'appelait François, parce que maman avait une passion pour Saint-François d'Assise. Et il est enterré au cimetière de Saint-François d'Assise à Montréal. Ouais. Et je vais retrouver sa tombe. Incroyable. C'est extraordinaire comme histoire. Ouais. Et à ce moment-là, la mort de ton frère, mais aussi le désir de chanter. On va entendre une des premières chansons, c'était du Gainsbourg. Et il y avait aussi du Félix Leclerc, justement, le Québec que tu chantais. Il y avait aussi Brassens que tu chantais. Oui, le talent des autres. Voilà. Mais ça, et c'était les tout débuts de Hugo Frey qui chante du Gainsbourg. Écoutez. Drôle de croisière, pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste des extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, il y a écrit que les gaz la coulent douce à Miami. Et là, tu te dis, c'est possible, je peux devenir chanteur, je dois aller chanter dans les rues, je dois prendre ma guitare. Mais tu sais quel âge j'ai à ce moment-là? Plus il tue, Patrick. Oui. Il est tellement gentil avec moi qu'on a envie de le tutoyer. Tu sais quel âge j'ai quand j'ai fait mon premier disque? Non. 30 ans. Ouais. Et les vedettes de l'époque, c'est Richard Anthony, c'est Johnny Hallyday, c'est Claude François, qui ont 20 ans. Donc j'étais un vieux, j'étais le plus vieux des jeunes. Et donc, les États-Unis, Maurice Chevalier, la découverte de Greenwich Village, là, c'est Peter, Paul and Mary. Mon chemin. C'est autre chose. Et là, quelque chose, un choc culturel pour toi. Tout d'un coup, je me dis, j'ai peut-être ma place dans la chanson, alors qu'avant, j'y croyais pas du tout. Au moment où je vais faire mon premier disque, 6 mois avant, je suis prêt à m'installer en Ardèche, dans une ferme, pour élever des chèvres. Déjà. Mais comme j'ai pas l'argent pour, je peux pas. Donc j'accepte de continuer à chanter dans les cabarets. Et c'est quelques années, 4-5 ans plus tard, que j'ai commencé à gagner de l'argent. Et la première chose que j'ai achetée, c'est une ferme. Et j'ai mis 50 chèvres et je fabriquais du fromage de chèvre. Voilà. Et là, il y a un disque, regarde, ça. Voilà. Ça change tout. Ce disque-là change tout. Révolutionnaire. Incroyable, ce disque. Oui. Hein, Au frais, chante Dylan. Et ça, c'est la vraie rencontre avec Bob Dylan. C'est l'amitié. Oui, mais les gens ne peuvent pas imaginer que Dylan est totalement inconnu à ce moment-là. Quand je dis à Barclay, je vais faire un disque qui s'appelle Au frais chante Dylan, il me dit c'est quoi Dylan? Il m'a pas dit c'est qui, il m'a dit c'est quoi Dylan? Ben voilà, je veux dire, je vais faire le disque, tu comprendras ce que c'est. Oui, on voyait d'ailleurs dans la pochette, voilà. Ah oui, cette pochette, je veux pas la voir. Regardez. Je veux pas la voir. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi, parce que à ma droite, il y a le chef d'orchestre, Christian Chevalier, qui est un des plus grands musiciens de France, qui est décédé maintenant, paix à son âme, mais c'est un grand musicien qui n'a pas été honoré comme il le méritait. Mais et à ma droite, non, de l'autre côté, c'est un garçon qui, malheureusement pour moi, et pour lui, a été mon porte-malheur. Ah bon? Oui. Alors c'est pour ça que je... Il y en a un qu'on salue quand même, c'est Tony Frank qui a fait la photo. Tony. Oui, mais
Moi, ce que je voulais, non, parce que les détails, il n'y a rien de plus important qu'un détail. J'ai enregistré une chanson qui s'appelle Girl of North Country, une chanson de Bob Dylan qui est une merveille. Je la chante directement à la guitare. À l'époque, on ne faisait pas ça. Je joue la guitare, je chante, et il y a les violons qui jouent. À la fin de la chanson, je pose ma guitare, on arrête l'enregistrement, et tous les violonistes posent leur violon sur les genoux et applaudissent. Voilà. Et voilà la photo que ça donne. On ne voit pas un seul violon. Ça, j'en veux beaucoup à Norbert d'avoir pris la place des violonistes. Oui. Alors, il y a Pierre Delanoë qui fait les textes et qui écrit d'ailleurs à l'intérieur du disque, voilà les premières chansons du folklore international de notre temps. Il dit aussi, vous allez être déstabilisé en écoutant ce disque parce que c'est complètement révolutionnaire. Oui, mais c'était Bruno Coquetrix, le grand patron de l'Olympia, avait dit en sous-titre, c'est le tournant de la chanson française. Il avait raison, mais les gens de la culture ne m'ont pas pris au sérieux. Ils ont été obligés de se rendre compte qu'il s'était passé quelque chose, mais par la suite, ils m'ont laissé tomber complètement. J'ai été blacklisté pendant toute ma carrière de tout ce qui était culturel. Écoutez pourtant, écoutez ça, écoutez, les temps changent. Incroyable chef-d'œuvre, écoutez. Ceux qui attendent encore vont bientôt arriver. Le premier d'aujourd'hui, demain sera dernier, car le monde et les temps changent. Les paroles sont incroyablement modernes, incroyables. C'est les paroles de Pierre Delanoë. Alors, j'ouvre une parenthèse pour dire, on me demande pourquoi vous traduisez les chansons américaines, notamment de Bob Dylan. Pourquoi vous... Je dis parce que moi, je comprends pas l'anglais. Alors, comme ça m'énerve, parce que je comprends l'artiste, quand il chante, je sais ce qu'il y a derrière, mais je ne sais pas mot à mot. Oui. Alors, mais il paraît que même Dylan a dit c'est meilleur que mes versions. Oui, c'est ce qu'il dit. Je ne sais pas s'il comprenait le français ou. C'est kiff-kiff. À mon avis, c'est du ping-pong. Oui. Il ne comprend pas le français et moi, je ne comprends pas l'anglais. Mais on se comprend mutuellement. Voilà, et donc je dois dire que Pierre Delanoë m'a beaucoup aidé en travaillant, avec la différence simplement, c'est que moi je suis très exigeant avec moi-même, et Pierre Delanoë est un surdoué, il est capable d'écrire une chanson en une heure de temps, moi il me faut 10 ans pour écrire une chanson. Oui, ah bah c'est long. Oui, c'est long. Oui. Mais par exemple, dernièrement, j'ai fait un disque, mais une chanson, ça fait 60 ans que j'essaye de travailler dessus, c'est Matilda, Waltzing Matilda. Ok, bon, 60 ans pour faire une chanson. Et là... On va voir des images, Hugues, de nos amis de la télévision suisse. C'est voilà le début, regardez, c'est les coulisses. C'est le Hugues Aufray jeune qui arrive comme ça de ville en ville pour faire des concerts. Quand on voit ces images, Hugues, de ce gamin-là que tu as été, et est-ce qu'il se rendait compte de tout ce qui était en train d'arriver? Pas du tout. La seule chose que je voyais, moi j'ai jamais été intéressé pour devenir riche, mais j'ai toujours été angoissé à l'idée de gagner ma vie. Pourquoi? C'est que très jeune, sitôt mon service militaire terminé, je me marie, j'ai très rapidement 2 enfants, et j'ai un problème, c'est que les enfants, il faut leur payer des vacances, il faut payer l'école, les vêtements, il faut tout ça. Et j'avais le souci, comment je vais arriver à gagner ma vie pour nourrir ma famille? C'est pas pareil que de faire fortune. Oui, ça, c'est sûr. Ouais. Tiens, une chanson, on s'en souvient, On est les rois. Hugues Aufray, regardez. King of the Road. Mais on est comme dans tous les coins où l'on va. On est les rois sur les trains, on connaît les mécaniciens, le nom de leurs gosses et même de leurs chiens. On a des combines dans toutes les villes pour bien manger, bien dormir et trouver des filles. On a un autre. Incroyable la jeunesse, le skiffle, les skiffle group qui étaient derrière. Oui. C'est quand Barclay m'a dit, alors mais comment ça va s'appeler ton truc cette musique, ça, comment ça s'appelle? C'est du rock'n'roll? Non, j'ai pas du rock'n'roll. Barclay ne comprenait rien. Alors là, il était. Non, il ne comprenait pas. Il passait pour un prophète. Mais il n'était pas du tout, il était dépassé complètement. Tout le monde était dépassé.
Oui, Mais moi, je n'étais pas dépassé. Oui. Mais c'était le seul mérite que j'avais. J'avais pas de voix, j'étais pas un très grand musicien. Et puis, j'avais surtout pas la trame j'étais pas le champion auteur-compositeur, Oui. qui vont être par la suite des gens comme Laurent Voulzy et Alain Truc. oui, Alain Souchon. Souchon. Oui. Qui Alain vont- Souchon. ou Renaud, qui est un Renaud. admirateur. Renaud, Renaud. il dit qu'il a entendu Hugo Frey, ça a changé sa vie. Bien C'est- sûr, bien sûr. Bon, bien sûr, Renaud, Brassens, ces gens-là sont nés pour faire des chansons. Moi, j'étais pas né pour faire des chansons. J'étais né pour ce que j'ai fait, c'est-à-dire une sorte de passeur de culture, mélangeur, rassembleur. Tout. Et je continue, mais la différence, c'est que maintenant, j'ai conscience de ça et que maintenant, je veux aller beaucoup plus loin. Je veux rassembler des gens qui ne se connaissent pas et parce qu'ils ne se connaissent pas, ils ne s'aiment pas. Je veux apprendre à ce que les hommes s'aiment en se connaissant. Par exemple, on va prendre... J'ai jamais été scout. Je suis chanté par tous les scouts de tous les gens. C'était ce qu'on disait. On disait c'est le chanteur des feux de bois. Voilà. Voilà. Alors, mon objectif maintenant, c'est rassembler tout le scoutisme européen, francophone. Je veux que les protestants chantent en même temps que les catholiques, qui chantent en même temps que les juifs, je parle de scoutisme, qui chantent en même temps que les scouts musulmans, les scouts marins, les scouts chrétiens, les non-croyants, les laïcs, que le scoutisme... j'ai découvert le sens du mot scout, qui n'est pas un mot anglais, contrairement à ce que tout le monde pense. C'est un mot du vieux français qu'on trouve dans l'Occitanie. C'est « escoute-moi bien, Patrick, j'ai quelque chose à te dire. Escoute-moi. Les scouts. Escucha, en espagnol, escúchame. Ascoltame, en italien. Escoute. Ouais. Voilà. Et Le scoutisme, c'est l'écoute de l'autre. Et c'est ça que l'enseignement. Il y a une chanson alors, avec laquelle tu vas faire le Grand Prix de l'Eurovision pour représenter le Luxembourg. Oui. Voici Monsieur Luxembourgeois, Oui, oui, oui. Hugo Frey. C'est dès que le printemps revient. Oui, oui. Je crois arriver 4e, hein. Quelque chose comme ça. Hein. 3e. Alors, la vérité, c'est qu'on Ah oui. a été 3e ex aequo. Ça fait qu'il y avait 4 finalistes. Et Pierre Delanoë me dit, il y a un règlement qui fait qu'ils n'ont pas le droit à des ex aequo. Alors, comme toi, tu représentes Télé Luxembourg, et que l'autre, il représente Télé Monte Carlo, on va donner le 3e prix à Télé Monte Carlo. Le chanteur s'appelle Romuald. Oui. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais il y en a un qu'on connaît, c'est Hugo Frey. Écoutez-le, là, qui chante dès que le Et printemps donc, revient. on m'a dit, à la télévision Delanoë m'a suisse. dit, accepte le 4e, et puis voilà, on n'en parle plus. Écoutez. Je rôde au détour de mon chemin quand les soirées se font chaudes. Dès que le printemps revient, Alors, c'est vrai, tu parlais d'espagnol. Tu as commencé tout gamin à aller à Madrid. Et tu Oui. commençais à chanter en espagnol, gamin. Oui. Parce que mon C'était- père ayant divorcé, juste avant la guerre, mon père avait fait ses études en Espagne. Parce qu'il était chrétien, il était dans une école chrétienne à Paris. Et quand, en 1905, le père Combes a décidé la création de la laïcité obligatoire, qui a été en fait une lutte contre le cléricalisme. Et mon grand-père, qui était avocat, un grand avocat, a été l'adversaire numéro 1 de Combes. Non pas qu'il était contre la laïcité, il était pour la laïcité, qui est la liberté de croire, alors que Combes était contre le christianisme, ce qui n'est pas pareil. Donc, tous les enseignants chrétiens ont été chassés de France. Ils sont partis au Canada, en Espagne, en Italie, un peu partout. Oui. Et mon père, donc, qui était élève chez les Dominicains à Arcachon, a été chassé et ils se sont installés à Saint-Sébastien, en Espagne. Mon père a eu une jeunesse en Espagne. Et moi, après la guerre, il y a eu la Seconde Guerre, mon père est parti sur le front comme tout le monde, mais il avait divorcé de ma maman, et après la guerre, pour échapper aux Allemands, il s'est installé en Espagne, où il a continué ses affaires parce qu'il était bilingue. Ouais. Il était bilingue. Et moi, j'ai été rejoindre mon père en 1946, je suis resté 3 ans à Madrid, j'ai passé mon baccalauréat à Madrid. C'est un fou, parce que tu es né quand, Hugues? On peut le dire ou pas? La date?
C'est quelle date de naissance, Hugo Frey? Mais je suis 1929. 1929. Donc en 39, j'ai 10 ans. La crise de 29 déjà. Oui, moi j'ai toujours été dans les... C'est typique. Oui. Je suis né en même temps que Tintin et que Mickey, que Martin Luther King. Enfin, il y a des tas de... Dans le bouquin que je prépare, il y a la liste des gens qui sont nés en même temps que moi. Oui, en C'est pas mal. 29. C'est pas Alors, donc du coup, on a beaucoup de choses à dire. Alors, c'était comment la Seconde Guerre mondiale? Tu as vécu ça comment? Ah, Parce ça, qu'on est marqué par ça, j'imagine, quand on est gamin. moi, on me reproche quelquefois, les gens autour de moi me disent, mais tu parles tout le temps de la guerre. Mais écoutez-moi, en 39, c'est la guerre de 39-40 qui commence. Mais moi, je vivais avec la guerre d'Espagne. Parce que mon père, ayant toutes ses affaires en Espagne, en 35, 36, 37, 38, 39, il était en Espagne. Et donc, j'ai vécu la guerre d'Espagne. Guerre d'Espagne, parce qu'on avait des réfugiés chez nous, des réfugiés républicains, je signale. Et après, il y a eu la guerre de 39-45. Après 39-45, il y a eu la guerre d'Indochine, pour les Français. Moi, j'ai fait mon service militaire, mais je suis passé à travers. Il y a eu la guerre de Corée avec les Américains. Tu as vécu toujours avec des guerres comme ça, Tout le des temps. crises. Après, il va y avoir la guerre d'Algérie. Donc moi, je suis passé à travers toutes les guerres sans avoir jamais... Et ça, c'est un complexe qui fait que j'ai beaucoup de respect pour les soldats. Ici, tu vois, Ah oui, on voit. j'ai une décoration. C'est une étoile, oui. C'est quoi cette décoration là? Moi, j'ai plusieurs décorations que je ne citerai pas, qui sont beaucoup plus importantes que celle-là, mais pour moi, c'est la plus importante. Ça, c'est mon service militaire aux chasseurs alpins, au régiment des chasseurs alpins, le 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy. Et récemment, c'est-à-dire il y a un an ou deux, je sais plus, ils m'ont donné cette décoration. C'est la décoration des éclaireurs skieurs, ce qui est un sommet dans la catégorie des skieurs. Je la méritais peut-être pas complètement, mais en partie quand même. Ouais, ouais. Parce que j'adore, et je suis un grand défenseur d'un retour au respect Je pense que c'est le drame de notre société aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de relais au niveau de l'éducation. Il n'y a pas d'éducation en France. Il y a de l'enseignement, mais pas d'éducation. C'est pour ça que les élèves sortent des couteaux et tuent le professeur. Ça te rend Ça, ouf, c'est impossible. Oui. Mais ça, c'est pas parce que il tue pas. C'est parce que il n'y a pas d'éducateur en face de lui. Un éducateur, c'est un mec qui court le 100 mètres en secondes, qui saute, qui court plus vite que les autres, qui est un physique. Et il est éducateur. Et quand l'élève ne correspond pas, ne répond pas bien à un professeur, le professeur, il doit prendre son téléphone et il doit demander que le directeur du lycée lui envoie l'éducateur. Et l'éducateur, c'est un mec costaud. Oui. Donc il faut de l'ordre, il faut quelque chose. Il faut de la force. C'est vrai, alors... Physique. Oui. L'éducation, c'est physique et l'enseignement, c'est intellectuel. Oui, tu as chanté pour le général de Gaulle, c'est vrai? Devant le général de Gaulle? Oui, j'ai été reçu par le général de Gaulle. Oui. Oui. Mais il faut dire que la famille française était très connue par la famille de Gaulle, parce que mon grand-père, Jules Auffray, avocat et député du 5e arrondissement, était le meilleur ami du père de Gaulle. Voilà, Oui. voilà. Et alors, tu as pu parler avec le général? À peine. Ah bon? Il n'écoutait pas les chansons de Hugo Frey? Si. On lui avait dit, Hugo Frey, c'est une sorte de révolutionnaire, mais c'est quand même quelqu'un de... il a la même morale que nous, il pense comme nous. Parce que moi, je pense que gauche et droite, c'est fini. Ah bon? Voilà, Pourtant, on a toujours pensé que tu étais quelqu'un de gauche, quoi. J'étais classé à gauche. Et j'ai rien contre la gauche. Encore moins contre la droite. C'est Coluche qui disait « J'ai rien contre la droite, encore moins contre la gauche ». On peut inverser dans des... Oui. Moi, je ne veux plus de politique. Moi, je pense que la vie du XXIe siècle, c'est la vie d'un nouveau monde. On est dans la post-histoire qui a été inventée. Ce terme a été inventé par le journaliste... comment il s'appelle? J'avais noté son nom dans mon petit carnet. Tu as un carnet, hein, Hugo, pour... Oui, non, toujours parce avec que un carnet. Je ne me souviens plus. Comment il s'appelle? C'est pas grave. Muret. Oui. Si, l'écrivain. Muret. Tu le connais sûrement. Si tu ne le connais pas, il faut que tu apprennes à le connaître. Alors... Et alors, on est au XXIe siècle. La fin du monde a eu lieu le 18 septembre 1978, je crois. C'est le moment où un médecin a réussi à créer
la naissance d'un enfant artificiellement, c'est-à-dire en mélangeant un spermatozoïde prélevé avec un ovule prélevé. Mélanger les deux, ça a donné un bébé in vitro. Ça, c'était la fin de l'histoire. Ah oui. À partir de maintenant, on est dans la post-histoire. Et dans la post-histoire, il n'y a ni gauche ni droite. Il y a marcher tout droit dans la vérité. C'est la vérité qui doit être découverte et suivie. Écoutez, Dan Tucker, ça dit quelque chose à Hugues. Écoutez, Ah oui. Ça, c'est un clip, une chanson de Hugo Frey, comme on l'aime. Un voyou. Un voyou, pas comme toi. Non. Moi, non, Ah, tu aurais jamais pu. j'aurais pas pu être un voyou. Tu aurais pas pu être un voyou, hein, Hugues. Mais Dan Tucker était un voyou. Ouais, ouais. Écoutez ça. Dans son bazar, rentre chez toi, vieux Dan Tucker. Ta soupe est froide, t'as passé l'heure. Dégage de là, Dégage de là, Dan Tucker. pour faire la fête, t'as passé l'heure. Bah, tu vois, Ouais. La tournée de Hugues, hein, ça envoie des images, parce qu'on se dit, oui, on me dit dans l'oreillette, faut pas oublier de dire la tournée de Hugues. Tu n'arrêtes pas, hein. Tu vas chanter partout. Hein. Tu vas chanter, Ouais, voilà, on voit non, la non. liste derrière, voyez. Là. mais je suis pas le champion de À tout ça. Caluire, à Aix-les-Bains, à Moi, je suis Sanary-sur-Mer, à Liège, à Bruxelles. Si je peux être distingué des autres en disant à toi, tu es plus fort de ceci, je pense que je suis le plus fort de rien, sauf que je me bats, peut-être à tort, mais pour toujours dire la vérité, qu'elle soit à gauche ou à droite. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Et à gauche, il y a de la vérité, à droite, il y en a aussi. Alors arrêtez de dire vous êtes de gauche, parce que dès que vous êtes engagé, vous ne pouvez plus Ouais. parler comme ça. Mais quand je disais, tu n'aurais pas pu être un voyou, mais le pénitencier, Hugo Frey, Oui, ça c'est- dit quelque chose. On va entendre la version de Hugues de cette chanson que Johnny va chanter, va faire un triomphe. T'en es un peu responsable. Mais j'ai de cherché cette longtemps chanson. avant de trouver le mot pénitencier. Ouais. Parce que ce que raconte l'histoire de cette chanson, c'est l'histoire d'une fille qui se prostitue. Il faut dire que la prostitution, c'est une forme de prison. Mais on ne pouvait pas faire chanter des problèmes de prostitution par Johnny à l'époque. C'était le plonger un échec. Donc j'ai cherché, puis tout d'un coup j'ai dit bon sang. Le mot pénitencier, c'est bien parce que c'est pas noir comme la prison. La prison, c'est terrible. C'est que le pénitencier, c'est pour les jeunes. C'est ce que les jeunes qui cassent les vitrines, qui cassent les voitures, qui insultent leurs professeurs, qui leur plantent des couteaux ou qui les décapitent, c'est un pénitencier. Parce que s'ils ont 15, 16 ans, 17 ans, si on les met en prison, leur vie est foutue. Il faut les mettre en prison, et en prison, il faut les rééduquer. Oui. L'éducation, c'est physique. C'est ce que raconte la chanson. Voilà. Écoute, Hugues, la version de Hugo Frey de cette chanson qu'il crée et que Johnny va chanter. Toi qui ce soir as tout perdu, demain tu peux gagner. Alors, quand Johnny la chante, ça t'a fait quoi quand tu as entendu sa version? Ça me fait un grand regret de l'avoir entendu chanter cette chanson, mais pas ma version. Moi, j'ai fait une deuxième version parce que contre le temps, j'avais un truc dans la conscience. J'ai traduit une chanson en changeant un peu le sens de la chanson, alors qu'en fait, elle a été composée par quelqu'un, soit une ancienne, forcément, probablement une fille de couleur en Louisiane, qui a écrit cette chanson, soit un aveugle, un chanteur aveugle comme il y en avait à la Nouvelle-Orléans. Je vais écrire la vraie version. Il y a la version le père se drogue, le fils se drogue, la maman fait le coup des jeans dans une usine et la fille se prostitue parce qu'elle n'a pas d'argent. Et j'aurais voulu que Johnny termine sa vie en chantant la vraie version, celle que j'ai écrite, que j'ai enregistrée moi, mais j'ai le regret que je n'ai pas réussi à l'imposer à Johnny. Ouais, Il m'a Johnny- dit jamais je pourrais chanter cette chanson parce que T'avais je me ferais engueuler par ma femme. quel sentiment pour Johnny? Qu'est-ce que tu ressentais pour Johnny? C'était quoi ta relation? C'est un ami, mais qui a été rongé par le succès, quoi. Trop de succès, trop d'argent. Oui, bon, les gens sont contents qu'il ait eu du succès, mais je pense que c'était un chanteur qui pouvait avoir une carrière plus près de l'humanisme
qu'incarnaient, par exemple, certains chanteurs de rock'n'roll. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, tu dis, c'est brûlé au succès. Un peu brûlé, oui. C'est brûlé, c'est-à-dire qu'il a attaché plus d'importance à l'apparence qu'au fond. En fait, c'était pas un garçon mauvais, mais je vois ce qui se passe avec sa famille, quoi. Ouais. Il en est un peu responsable, malheureusement. Un peu responsable. Trop d'argent. Moi, je pense que trop d'argent, c'est un grand handicap pour un enfant. Pas d'argent du tout, c'est un handicap terrible. Voilà. Ouais. Dans les deux cas, c'est difficile. C'est vrai. Tu voyais, je crois, Jacques Brel chanter, et tu disais, il vomissait avant d'aller sur scène, il souffrait. Oui. Tu dis, c'est pas ça pour toi, la relation au public. On ne doit pas se brûler comme ça. Il faut pas, ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que chaque fois que j'ai gagné un peu d'argent, il m'a immédiatement été volé par des gens avec qui je travaillais. Alors avoir de la chance de se faire voler, ça c'est nouveau. Oui, ben oui, c'est de la chance. Parce que ils te volent pas ta santé, ils te volent pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la santé, quoi. C'est la vie. Et tant que tu as la vie, il y a de l'espoir. Tandis que l'argent, c'est pas grand-chose. Évidemment, quand on te le vole, c'est triste, mais tu peux toujours continuer à travailler. La malchance, c'est de ne pas avoir de travail. Ouais. Parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas la santé, parce qu'on n'a pas l'éducation. Non, le chômage, c'est le pire de tout. Mais l'excès de richesse, c'est un handicap terrible pour un enfant. Ouais. Il y a une chanson, adaptation d'une musique irlandaise, c'est Stu Ball. On va l'entendre dans sa version originale, Hugues, parmi les immenses classiques du répertoire. Ouais, c'est toi, c'est le sculpteur, c'est l'homme qui aime les chevaux, c'est le rural, c'est le gars qui se balade dans une roulotte avec son groupe de musiciens. Caravane. C'est ça, oui, c'est ça, Hugo Frey. Tu vois, par exemple, j'ai sorti un disque qui s'appelait Caravane. 10 ans après, il y a un jeune qui a fait un disque qui s'appelait Caravane. Personne n'a rien dit, tu vois. Il y a un autre, 10-20 ans plus tard, il y a une vedette de la chanson française qui est partie en tournée. Il a appelé sa tournée la tournée Caravane. Ouais, bon, moi, j'avais fait ça 50 ans avant. Non, pourquoi ? Parce que ça veut dire que tu te foutais du showbiz. Oui, tu t'en foutais des émissions de variété, de Guy Lux, mais c'est pas grave, tout ça. c'est pas grave. Moi, c'est pas grave. J'ai jamais été invité. Si, j'ai été invité parce que Renaud, qui m'adore et que j'adore, a dit un jour aux gens des Restos du Cœur. Ils ont dit, si vous n'invitez pas l'année prochaine Hugo Frey, je ne viens plus chanter chez vous. Et donc ils m'ont invité. Je crois qu'ils ont regretté d'ailleurs. Ah bon, pourquoi ? Oui, enfin, Oui. bon, ils ont un peu regretté, quoi. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs qui a eu cette expérience. Alors donc, bon ben voilà, c'est des trucs comme ça que j'ai jamais chanté au Francofolie, ou pas vraiment. La seule fois où j'ai été, c'est à la suite d'une situation assez rocambolesque. Et j'ai offert la totalité de mon cachet aux sauveteurs en mer. Ouais. Les gens ne connaissaient pas les sauveteurs en mer. J'ai été le premier qui a réussi à faire qu'il y ait des donations pour les sauveteurs en mer. Stu Ball, écoutez, vous avez tous pleuré avec cette chanson. Voilà, ça c'est autre chose. Mais après la rivière, Stu Ball est tombé. Ah ouais. Eh oui, après la disons- rivière, Stu Ball est tombé. Alors moi, gamin, non, là, c'est à partir de là, la chanson, là, disons, ça va plus, là. Hein. Patrick, Ouais. tu le sais, quand j'étais jeune, j'étais hyper gaucher. C'est-à-dire que j'écrivais de la main gauche, mais de droite à gauche, c'est-à-dire à l'envers. Donc personne ne pouvait me lire. Si, Léonard de Vinci écrivait de droite à gauche aussi. Bon. Il m'a fallu beaucoup d'années avant d'aller à l'école pour la première fois. J'avais 12 ans quand je suis entré en 6e. J'avais jamais été à l'école. Quand j'étais petit garçon, à la suite d'une émotion forte, j'ai recommencé à faire pipi au lit à l'âge de, je sais pas très bien, 3-4 ans. Ce qui était un handicap terrible parce que jamais maman m'a pu me mettre, je sais pas, dormir pensionnaire dans une école. Et quand je suis rentré à l'âge de 12 ans au collège de Sorèze, dans le Tarn, pendant la guerre, c'était comme externe avec mes frères. Mais cet handicap faisait que j'étais un enfant très, très handicapé. Et à Sorèze, quand je suis arrivé, j'ai 12 ans. C'est une école anciennement royale militaire. Il y avait une tradition, c'était l'équitation.
Donc il a fallu qu'on m'a mis à cheval pour voir comment j'allais réagir. Et le professeur m'a fait descendre du cheval en disant, vous, ça sera gratuit pour vous les cours. Parce que vous êtes né cavalier. J'ai gagné tous les concours pendant 5 ans où j'ai monté à cheval à Sorèze. Et donc, c'est grâce au cheval que je suis devenu un homme. Ouais. Et Stewball, évidemment, ce cheval qu'on n'oubliera jamais. Mais il y a une chanson qui symbolise, on va te voir sur scène. Peut-être tu parlais de gauche, de droite, mais là, ton engagement, c'est la terre est si belle. Mais c'est pas un... Et au fond, oui, ça résume tout, non Engagez-vous, ramassez les poubelles. Je vois les gens qui vont ramasser les poubelles sur les plages. Ce sont des gens ce sont des saints qui font ça. Mais sur les plages, il y a ceux qui ont donné leur vie pour nous libérer. Moi, je dis parce que j'aime pas pas les mensonges, mais les imprécisions. Fréquemment à la télévision française, entre autres, puisque je ne comprends pas le chinois, moi, mais à la télévision française, je vois qu'on a été que c'est les Russes qui nous ont libérés du nazisme. Eh bien, c'est pas vrai. Moi, j'ai pas vu un seul Russe sur les plages de Normandie. Je suis désolé. Ceux qui nous ont libérés du nazisme, c'est la coalition anglaise, canadienne, américaine, et puis tous les autres, il y en avait eu d'autres, des gens d'Afrique du Nord, des Français, de la Résistance, etc. On a été libérés par une coalition. Alors moi, la coalition, ça, c'est respectable. On n'a pas le droit de dire qu'on a été libérés par le communisme. Le communisme, il a fait plus de morts même que la guerre et que les camps. Il faut le savoir, il faut le dire aussi. Mais on a le droit d'être pour la justice, mais il y a des mots qu'on n'a plus le droit de porter. On n'a pas le droit de dire que le nazisme, c'était le national-socialisme. Bon, mais on n'a pas le droit d'être nazi aujourd'hui. Mais heureusement. Moi, ce que je veux, c'est je me bats jusqu'au bout, et c'est ça mon combat d'aujourd'hui, c'est la vérité, toujours la vérité. Oui. On va entendre une chanson, une nouvelle version d'un de tes tubes, c'est Le Petit Âne Gris. Voilà. Et là, c'est une version de Noël. Mais il y a une histoire derrière ça. Oui. Ça revient un peu tout ce que tu viens de dire. Au fond, il y a un message presque chrétien. À la fin de la chanson, tu as rajouté quelque chose à cette chanson. Alors, résumons-nous. Je suis chrétien, baptisé, mais pas catholique dans le sens où je ne suis pas pratiquant. Je ne vais pas à la messe, etc. Je ne méprise pas les gens qui vont à la messe, mais moi, je n'y vais pas. En revanche, je suis croyant. Et je dis que Georges Brassens est croyant. Oui. Parce quand il chante l'Auvergnat, par exemple. Oui, 140 fois, il cite Dieu dans ses chansons. 140 fois. Récemment, j'ai été reçu par le pape. Et avant d'arriver jusqu'au pape, il s'est passé 3-4 heures où j'étais au Vatican, j'attendais, et j'étais avec des gens qui m'avaient invité, qui m'accompagnaient. J'avais ma guitare, et j'ai pris ma guitare, et comme on s'ennuyait un petit peu dans cette pièce, je leur ai chanté des chansons de Brassens, où il parlait de Dieu. Et je suis le premier chanteur au monde à avoir osé chanter Brassens au Vatican. Au Vatican. Ah oui. Mais pourquoi la dérive vient de ce que vous dites que le petit âne gris. Je reçois un jour un coup de téléphone d'un curé il me dit, j'ai été pendant 30 ans curé à un village qui s'appelle Stil, dont vous avez parlé à la télévision, parce qu'après la guerre, en 1945, vous avez passé le plus beau Noël de votre vie. C'est vrai. C'est le plus beau Noël de ma vie. Et le curé, Père Joseph, me dit, je voudrais vous rencontrer. Je le rencontre et il me dit, pourquoi vous faites pleurer les enfants ? Vous faites pleurer les enfants avec Céline. Vous faites pleurer les enfants avec Adieu, Monsieur le Professeur. Vous faites pleurer les enfants avec Stewball. Vous faites pleurer les enfants avec Le Petit Âne Gris. Pourquoi ? J'ai dit, même Père Joseph, je fais rien de mal. Je dis pas des grossièretés. Au contraire, ils pleurent parce qu'ils sympathisent pour la cause. Quand l'âne meurt tout seul, ils sont tristes. Je rentre à la maison. Oui. On l'entend là, le petit âne gris là. Et je réfléchis. Bah écoutez peut-être. Enfants inconsolables, de grâce ne pleurez plus. Dans cette modeste étable, notre âme Votre âme est revenue.
pour les nuits de Noël. Réchauffer l'enfant nu, réchauffer dans sa crèche. Le tout petit Jésus. Ça, Chanson c'est chrétienne. rajouté, c'est un couplet rajouté. Voilà. Je disais, voilà, Voilà. sur le petit Jésus, et en fait, l'âne Parce que ne moi- meurt plus. Parce que moi, je crois que Jésus a existé. Est-ce que c'est le Fils de Dieu? J'en sais rien. Parce que j'ai remarqué que dans la parole du Christ, il dit que nous sommes tous les enfants de Dieu. Donc toi, tu es Patrick, tu es le Fils de Dieu. Moi, je suis Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Marie, sa mère, est-ce que c'est sa mère qu'elle n'a pas connu son père? Ça n'a pas d'importance pour moi, ça. C'est pas important. Mais je crois que Marie était une femme extraordinaire puisqu'elle a eu un fils extraordinaire. Et ce fils est extraordinaire parce que sa parole est extraordinaire. Et sa parole, c'est exactement la base de l'humanisme. Et l'humanisme n'est ni de gauche, ni de droite. Mais c'est vrai que tu as demandé à ce que cette chanson rentre dans le répertoire des chansons chrétiennes. Voilà. Tu veux qu'elle voilà. soit chantée dans les églises. Oui, Ça te plaît, ça? Je souhaite que les gens comprennent que moi, je ne suis pas le type, comment on appelle ça, un curaillon, je ne sais pas quoi, un type qui... Un type qui bouffe des curés, comme Qui on bouffe disait, des comme on curés, disait de ni Brassens. l'un ni l'autre. Un Non, bouffeur de arrêtez curés. avec vos histoires. Des curés, il y en a des formidables, des moines, il y en a des formidables. Il y a des imbéciles partout, il y a des imbéciles à gauche, il y a des imbéciles à droite. Ce qu'il faut, c'est la vérité. La vérité Oui. n'est pas imbécile. Mais par contre, cette chanson-là, Le Grand Inquisiteur, écoutez, Ah ça oui. c'est le Hugo Frey qu'on aime aussi, sur l'album merveilleux Je dis- chef-d'œuvre je qui dis s'appelle non, je Transatlantique. Hein, c'est qui le Grand Inquisiteur, Hugues? De l'époque, Oui, tu veux que je te dise? oui, Ah. J'ose pas le dire. allez. Ah ben c'est un monsieur qui portait la francisque et puis après qui portait plus la francisque. C'est-à-dire François Mitterrand. C'est toi qui l'as dit. Ah bon? Ah, c'était ça. C'est ça l'inquisiteur. C'était une chanson sur François Mitterrand, ça? Un peu, oui. Ah oui. Écoutez les paroles. Moi, j'avais pas de considération pour François Mitterrand. Ah oui. Parce qu'il y avait trop de mensonges autour de lui. Écoutez ça. Des beaux atours, vierge catin de tout milieu, adieu à l'amour. Cachez vos diamants, seins et vos regards, car Cachez nous vos- avons la visite ce soir du grand inquisiteur. Tiens, alors ça, c'est une révélation, moi je ne savais pas. Hein. Le grand inquisiteur, Oui. c'est pas que Mitterrand. C'est tous les gens qui mentent au public. Parce que ce que je reproche, moi, aux politiciens qui vantent une politique et qui mentent aux braves gens qui les croient. Moi, je sais que pendant la guerre, ça a été dramatique parce qu'un jour, j'ai découvert que le PPF, c'était le Parti populaire français. C'était le parti qui avait Parti renoncé. de Doriot, C'était Doriot. Doriot, l'ancien par la suite. communiste devenu Oui. collabo. Est-ce Oui. est-ce que c'était être collabo que maintenant les gens ne cherchent qu'une chose, c'est à se rapprocher des Allemands. À cette époque-là, ils avaient cette idée aussi, mais c'était malvenu parce qu'il y avait eu la guerre, etc. Donc c'est très délicat. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que dans ma parole, il y a beaucoup d'imprudence de temps en temps parce que je dis des choses qui peuvent être mal interprétées. Et je ne veux pas que ça soit mal interprété. Mais je pense que le monde est d'une grande complexité. La complexité, c'était le mot qu'utilisait un grand socialiste, car j'ai beaucoup de respect pour certains socialistes, comme j'ai des respects pour certains gens de droite. Et la complexité, c'est de dire, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, Patrick, Oui. en tant que père de famille, pas très riche, vivant en zone occupée, et directeur d'une maison, je sais pas, une fabrique de peinture, par exemple, fabrique de la peinture. Tu vends de la peinture à des ouvriers. Les Allemands arrivent, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes ton usine, tu mets 30 ou 40 ouvriers à la porte qui n'auront plus d'argent pour élever leurs enfants. Tu n'as pas d'argent pour aller en zone libre, pour acheter une maison ou pour émigrer. Alors, tu vas vendre un petit peu de peinture aux Allemands. Ça ne veut pas dire que tu es collaborateur. Mais beaucoup de gens, dans ces conditions-là, ont été condamnés, Ouais. fusillés. Ça, c'est insupportable. Donc la complexité, souvenez-vous, le monde est complexe. Méfiez-vous des mots.
On va écouter 2 chansons avant de se quitter, Hugues, allez, parce que ça fait tellement plaisir. Tiens, allez, Hasta Luego, par exemple. D'où ça vient, comme ça, ce tube? C'est un curé. C'était quoi? C'est le Père Jaouen, aumônier des prisons. C'est un cri de rassemblement, quoi. Oui, aumônier des prisons, Père Jaouen, breton. Il a passé sa vie à chanter pour les prisonniers en essayant de leur redonner l'espoir. Qui c'est que dans notre société qui a perdu l'espoir? Ce sont les jeunes. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes, ils se droguent parce que, je sais pas quoi, le TikTok là, chinois, enfin, ils sont déprimés. Bon. Tout ça, ça me dépasse. Ça dépasse, écoute, Ça- Hasta Luego, c'est comme un cri de rassemblement. Hugues, faut écouter ça. Rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous. Laissez passer les enfants de la nuit. Les enfants de la nuit, Vont chercher le grand. les drogués. Voilà, laissez passer les enfants de la nuit, ils vont chercher le grand vent de l'oubli. C'est-à-dire, oui, Ouais. ils voudraient oublier le mal qu'ils ont fait ou qu'ils se sont fait à eux-mêmes ou ils ont fait à leur famille. Les enfants de l'oubli, les enfants de la nuit, ce sont les drogués qui sont dans l'ombre. Et c'était le Père Jaouen qui leur donnait l'espoir en les emmenant sur un bateau qui s'appelait le Bel Espoir. Oui, regardez, ça c'est le dernier album de Hugues avec en couverture un autoportrait peint par Hugues sur des planches de bois. Et puis voici l'intégrale absolument incroyable. 430 chansons. Combien de chansons? 430. 430. 30 C'est incroyable. enregistrées. Oui, C'est pas 430 que j'ai composé. Mais moi, je me défends aussi le droit de pouvoir chanter ce que je veux. oui, oui. Voilà. J'ai chanté les chansons des autres parce que j'adore le talent des autres. Le talent des autres, merci mon Dieu, quand je vois des chansons de Souchon, par exemple, c'est formidable, Souchon, Oui. formidable. Mais tu te dis, parce qu'on t'en parle tout le temps de ton âge, 94 ans, Hugues. Oui. Non, mais là, t'as un secret. Il faudrait faire des prélèvements, je sais pas, étudier, qu'est-ce qui se passe? Le secret, Hein? c'est que le mensonge, c'est terriblement fatigant. Tenir les mains dans le dos pour cacher ce qu'on ne veut pas montrer, c'est pas ça la position d'un homme. Un homme, Ouais. c'est ça. C'est l'ouverture. Donc, moi, C'est ça ton secret? Ton Bah, secret pas de cacher la forme? vérité. Dire Oui. la vérité. Me Et battre pour la debout, vérité. j'allais presque dire, c'est être debout. Rester debout et face. Regarde, montre la pochette. La pochette de là. Oui, celle-là. Qu'est-ce qui là. te frappe? Ah oui. Regardez, Est-ce regardez. que vous voyez, il y a une raie au milieu? Oui, comme si on pouvait ouvrir. Oui, on ne peut pas l'ouvrir, c'est 2 planches. Oui, oui. 2 planches, une de gauche et une de droite, qui se sont rassemblées. Ça forme mon nez. Et c'est la rectitude, c'est la vérité, C'est ça. la justice. Oui. Tu sais que moi, je veux changer la française, la République française, la devise. Ah bon? Liberté, égalité, fraternité. Non, moi, j'en veux pas. La liberté, la vraie liberté, c'est la fraternité. Parce que la liberté a des frontières, la fraternité n'a pas de frontières. Deuxièmement, l'égalité n'existe pas et n'existera jamais. Mais ce qui peut exister, c'est ce que l'homme fabrique, parce que l'inégalité, c'est la nature. Et la justice, c'est l'égalité. Donc, j'ai dit fraternité, justice, et laïcité, c'est le droit à croire ce qu'on veut. Oui. Et une chanson encore, tiens, Santiano. Ah bah oui. Hein. Ah, ça, Nous irons jusqu'à San Francisco. ça c'est ta vie qui est résumée dans ces paroles-là, non? Si Ben on oui, est c'est tous mes idées. ensemble, Une si chanson on est de- unis, si on est fort, on pourra traverser les océans, non? Voilà. Donc, et voilà, la liberté dans le courage et dans l'espoir. Deux mots qu'il faut. Bernanos adore l'espoir et le courage. Donc, quand on a de l'espoir, pour l'appliquer, il faut beaucoup de courage. ICO, ICO. il faut... ICO. Ça veut dire, voilà, montrer Hugues. Hugues, voilà, c'est quoi là? C'est Hugues, c'est... En ce moment, j'ai écrit des chansons. Tu verras quand elles sortiront. L'objectif, c'est de rassembler toute la jeunesse. Toutes les jeunesses qui sont désespérées parce qu'ils n'ont plus de religion, ils n'ont plus rien. Moi, je ne veux pas leur donner une religion, je veux leur donner toutes les religions. Moi, j'en connais une. C'est croire en Hugues Aufray. Hein? C'est croire en l'homme. Croire en l'homme. Merci Hugues. Moi, je crois en Santiano. Patrick et je te Ouais. remercie, Patrick. Merci Mille à fois. toi Hugues. Et on continue. Hein? ICO. On tient la ICO. barre. Oui. Et la tournée. Et on va aller On continue. t'applaudir. On repart au mois de septembre. On va aller t'applaudir. Hugues Aufray, magnifique. Merci, Écoutez ça. Patrick. Oui, c'est